Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mathilde Bentin, je suis chargée de mission inclusion sociale des personnes handicapées à la Direction générale de la cohésion sociale au sein du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Je laisse peut-être les autres se présenter, puis ensuite on présente le secrétariat. Donc j'enchaîne. Thomas Blevenec, du chargé de mission livre numérique et accessibilité à la direction de l'économie du livre du ministère de la Culture. Et donc, est-ce que tu pourrais juste passer à la diapositive suivante, voilà, sur la présentation du secrétariat. Donc, moi, je vais vous présenter le secrétariat de la commission en charge de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées. Donc, c'est un secrétariat qui est donc partagé entre le ministère qui est en charge de la culture et le ministère en charge des personnes handicapées. Ce secrétariat, il va avoir 3 missions principales. La première, ça va être de réceptionner les dossiers de demande d'habilitation et d'en vérifier la complétude. Le cas échéant, de vous accompagner, d'accompagner les organismes dans leur démarche pour obtenir l'habilitation lorsqu'il manque des éléments ou lorsqu'il manque des informations. Et puis, se charge également du suivi de l'activité des organismes habilités. C'est aussi un interlocuteur, privilégié avec la BNF lorsque les organismes habilités ont des questions sur le cadre juridique ou des aspects un peu plus opérationnels. Concernant la commission en charge de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées, donc c'est la diapositive suivante. C'est donc une commission qui est chargée d'instruire et d'émettre un avis sur les demandes d'habilitation qui lui sont soumises. Sur la base de cette instruction, un arrêté va être pris par le ministre en charge de la culture et par le ministre en charge des personnes handicapées. Elle est aussi chargée, cette commission, de veiller à ce que les organismes qui sont inscrits mènent leur activité dans le respect du cadre juridique de l'exception. Et puis, elle formule également des recommandations aux 2 ministres compétents pour la mise en œuvre de l'exception. Elle est composée à parité de représentants des titulaires de droit du droit d'auteur et des représentants des personnes en situation de handicap. Et donc, elle se réunit 3 fois par an environ. Donc, si vous souhaitez déposer un dossier, ce sera lors de l'une de ces commissions, mais on reviendra plus tard sur les dates des prochaines commissions. Voilà ce que j'avais à dire concernant la commission et le secrétariat. Bonjour, je suis Marie Clatin, je suis responsable du service diffusion des métadonnées à la Bibliothèque nationale de France. Donc, la BNF est impliquée dans le dispositif de l'exception handicap parce qu'elle a été désignée comme tiers de confiance entre les éditeurs et représentants des ayants droit et auteurs et les organismes et représentants des bénéficiaires de l'exception handicap, notamment sur la question de l'échange des fichiers en vue des adaptations. Donc, c'est à ce titre que la BNF a conçu, maintient et développe la plateforme Platon, qui sert pour les échanges de fichiers. Mais en amont, une de ses responsabilités, c'est l'examen des aspects liés à la sécurité informatique dans les dossiers d'habilitation. Donc, c'est à ce titre que vous rencontrerez la BNF en premier lieu si vous demandez l'habilitation au dispositif de l'exception handicap. Donc, la BNF examine les dossiers sur cette partie-là et rend un avis à la commission, qui ensuite vote. Et une fois l'habilitation obtenue, les organismes sont formés, notamment à l'utilisation de la plateforme Platon par ce centre exception handicap, qui s'occupe également des contacts et des formations avec les éditeurs qui participent tous donc de façon légale au dispositif. Et chaque année, le centre exception handicap de la BNF produit un rapport annuel rendant compte de cette activité et qui est disponible sur le site de la BNF et sur le site du ministère de la Culture. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la première partie que nous avons élaborée. Donc, cette première partie qui s'intitule « Quel service proposer ?» Et donc, je laisse le Centre Exception Handicap vous en dire plus. Oui, mais je prends le relais sur le cadre juridique et les principes donc, de l'exception. Donc finalement, quelle est l'utilité de cette exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées? Donc cette exception, elle est prévue par le Code de la propriété intellectuelle. L'article, pour être précis, L 122-5 et suivant.
cette exception, elle permet finalement aux organismes de produire et de diffuser des documents adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, sans avoir ni à demander l'autorisation préalable aux titulaires de droit, ni à les rémunérer. Évidemment, cette production et cette diffusion, elle se fait dans un cadre strictement non lucratif et aussi strictement personnel, c'est-à-dire strictement à destination des personnes en situation, des bénéficiaires, en fait, des personnes en situation de handicap. Cette exception, elle vise tous les handicaps qui pourraient empêcher de lire, donc pas seulement les handicaps visuels, mais aussi, je pense à tous les handicaps 10, physiques, sensoriels, mentaux, que sais-je encore. Je rappelle que d'ailleurs, il y a d'autres exceptions aux droits d'auteur qui sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle et qu'il faut bien différencier donc, cette exception handicap d'autres exceptions comme l'exception pédagogique qui permet donc la reproduction d'œuvres, d'extraits d'œuvres, mais à des seules fins pédagogiques, donc, qui est différente de l'exception handicap qu'on vous présente aujourd'hui. Peut-être un mot rapide sur le contexte et sur l'utilité que pourrait vous apporter finalement cette exception handicap. Aujourd'hui, on compte 2% des étudiants en situation de handicap, dont 1,5% en sciences humaines et sociales. Ça représente environ 40 000 étudiants en France. C'est majoritairement des handicaps qui sont des troubles psychiques ou 10. Donc finalement, comme je vous le disais, il y a une faible proportion d'étudiants malvoyants ou aveugles, mais cette exception est aussi valable pour tous ces troubles psychologiques et dyslexiques. Voilà, je laisse Mathilde prendre le relais. Oui, tout à fait. Donc, c'est la diapo suivante. Maintenant, sur un petit peu les possibilités qui sont offertes par l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées. En fait, grâce à cette exception, grâce à l'habilitation à cette exception, en fait, vos services vont pouvoir fournir à des étudiants des versions adaptées d'œuvres qui sont sous droit, donc c'est-à-dire des œuvres dont l'auteur est mort depuis moins de 70 ans ou est encore vivant, et sans avoir à rémunérer ou à demander l'autorisation des ayants droit. Plus concrètement, en fait, ce que vous allez pouvoir réaliser en termes d'adaptation, par exemple, c'est l'océrisation, donc c'est-à-dire, par exemple, la transformation automatique d'un fichier qui contient l'image d'un document en fichier texte pour permettre aux personnes qui ont une déficience visuelle, par exemple, d'avoir un PDF qui est lisible par une synthèse vocale ou encore qui est transformable par un logiciel pour les personnes 10. Et puis également un fichier Word ou tout autre traitement de texte pour donc les personnes qui sont aveugles pour utiliser une plage Braille. Donc, voilà, donc je l'ai dit, hein, cette exception, elle permet de ne pas avoir à demander d'autorisation ni à rémunérer les ayants droit, quelle que soit la date de publication de l'œuvre. Et s'agissant des ouvrages qui sont du domaine public, il est aussi possible de les reproduire, d'en faire des adaptations et de diffuser cette adaptation sans démarche particulière. Donc là, on sera à côté de l'exception handicap. Et je laisse la parole à Véronique pour ce qui concerne les adaptations numériques, la demande d'adaptation. Bonjour, je suis Véronique Béranger et je gère la plateforme Platon sous la direction de Marianne Clatin qui vous a parlé tout à l'heure au Centre Exception Handicap de la BNF. Donc, en vertu du traité de Marrakech qui autorise les échanges d'adaptation entre organismes, vous pouvez demander à des organismes spécialisés des adaptations. Donc, certains sont spécialisés dans les adaptations pour les étudiants, par exemple, comme baisser les barrières. Vous pouvez demander des adaptations déjà existantes qui peuvent être repérées sur la banque de l'édition adaptée, la BDEA, ou vous pouvez demander aussi à une association de réaliser une nouvelle adaptation si besoin était, si l'adaptation n'existe pas encore dans le domaine de l'édition adaptée, ce qui est souvent le cas pour le domaine universitaire parce qu'il y a peu d'adaptations de ce niveau en fait, qui ont été réalisées et les demandes de vos lecteurs peuvent être très spécialisées. Donc le Centre Exception Handicap peut vous aider à repérer les organismes qui répondent le mieux à votre demande et sur le site du ministère, il y a aussi une liste d'organismes à votre disposition.
Donc, la fourniture d'adaptation peut être gratuite ou payante, hein, suivant le fonctionnement des organismes. Voilà, l'organisme non plus n'est pas tenu de répondre à votre demande, mais bon, le principe est quand même de mutualiser les adaptations, surtout envers des organismes inscrits qui n'ont pas l'agrément pour adapter les fichiers éditeurs. Diapositive suivante. Voilà, donc on a vu scanner un ouvrage, on a vu demander une adaptation à d'autres organismes. Vous pouvez aussi télécharger des adaptations depuis Platon. Depuis 2018, les organismes adaptateurs ont l'obligation de déposer leurs adaptations sur Platon. Il y a 33 000 titres adaptés sur Platon, mais en fait, il y a 900 titres seulement qui sont du niveau universitaire et notamment qui sont déposés par exemple, Baisser les barrières qui commence à déposer depuis janvier 2023. Donc, ce chiffre devrait augmenter, mais évidemment, c'est un petit peu voilà, resserré, on va dire. C'est pour ça qu'il est peut-être conseillé aussi de demander l'agrément, qui est un gain de temps qui va vous permettre de gagner du temps par rapport à la réalisation de scans, par exemple. Donc, diapositive suivante. Voilà, l'agrément dans le cadre de l'exception handicap, à la différence de l'inscription, permet de demander les fichiers éditeurs sources aux éditeurs via Platon. Donc, vous pouvez télécharger des fichiers existants. Diapositive suivante. Pour l'instant, il existe 3000 fichiers de niveau universitaire. Et vous pouvez également demander des nouveaux titres aux éditeurs. Donc, ces titres doivent avoir moins de 10 ans pour les ouvrages papier et pour les ouvrages numériques, il n'y a aucune limitation de temps. Et les éditeurs répondent généralement en une vingtaine de jours. Vous pouvez aussi, comme on va le voir avec l'Université Toulouse-Jean Jaurès, faire des demandes par anticipation, c'est-à-dire faire une liste d'ouvrages les plus demandés ou se baser sur les bibliographies des professeurs pour faire des demandes de fichiers éditeurs sur Platon et disposer au moment où un lecteur vous fait une demande du manuel et pour l'adapter. Donc, qu'est-ce qu'un organisme agréé peut faire avec le fichier éditeur? Donc, ce sont des fichiers généralement, comme ce sont des ouvrages en maquette complexe, ce sont soit des EPUB, soit des PDF. Donc, vous pouvez les adapter librement selon les besoins des lecteurs en intégralité, donc en faire des ouvrages en gros caractères, des enregistrements audio. Certains étudiants ont aussi leur propre appareil de lecture, hein, je pense en particulier aux étudiants de 10. Ils ont les logiciels spécialisés qui permettent de transformer le fichier pour faire les contrastes, les agrandissements, mettre les couleurs qu'il faut. Et donc, vous pouvez leur fournir un fichier PDF ou traitement de texte structuré pour que leur machine puisse les lire. Et avant d'être communiqué au lecteur, évidemment, le fichier éditeur doit avoir subi une modification et notamment l'ajout des mentions légales que vous pouvez recopier du guide pratique de l'exception handicap qui a été rédigé par le ministère. Voilà, je cède la parole maintenant à Valérie Perroux de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Oui. Merci beaucoup. Donc, j'ai arrêté le partage. Du coup, Valérie, je vous laisse prendre la main. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire ce retour d'expérience parce qu'on trouvait ça intéressant justement de pouvoir scander cette présentation par un retour d'expérience pour voir concrètement ce que ça implique sur le terrain en matière d'organisation et ce que ça permet en matière de service au public à besoins spécifiques. Bonjour, alors je vais vous parler en quelques diapos de l'expérience des bibliothèques de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Alors voilà le plan que je vais suivre, je ne vais pas trop m'attarder, je vais commencer. Alors pour faire un petit historique, on a l'agrément et l'inscription Platon depuis fin 2017, on l'a renouvelé en 2022. On a démarré officiellement, alors je vais peut-être...
n'avais pas mis ma caméra. On a démarré officiellement le service à la rentrée 2018-2019 et c'est un service qu'on a réservé aux étudiants et au personnel de l'université. On est monté en charge assez rapidement, donc actuellement, il y a 3 agents sur ce service qui y consacrent environ 10% de leur temps et nous avons un budget d'environ 3 500 € annuels pour la numérisation. Pour avoir un ordre d'idée des chiffres, voici donc le nombre de personnes habilitées, le nombre de personnes qui sur ce nombre font effectivement des demandes et le nombre de demandes qu'on peut avoir par an, sachant qu'on a une bibliothèque de lettres et sciences humaines, donc une bibliothèque dans laquelle on peut avoir des demandes d'étudiants en situation de handicap. Alors, comment on est organisé? Donc ça, c'est le schéma qu'on a joint à notre dossier de candidature. Donc, comme je vous disais, le service est réservé aux étudiants ou au personnel. Donc, la première chose, c'est que les personnes vont avoir un rendez-vous avec soit la médecine du travail, soit la médecine universitaire. Et c'est le médecin qui fait la communication sur le service, qui le propose aux étudiants auxquels il pense que ça va être utile et qui donne son accord. À partir de là, l'étudiant ou l'étudiante, le personnel, doit signer un accord de confidentialité par lequel il s'engage à ne pas diffuser les fichiers qui seront transmis. Et ensuite, il peut nous demander des œuvres. Donc, nous, ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va faire les demandes dans Platon quand les dates d'édition correspondent avec ce qui se trouve dans Platon ou ce qui peut être obtenu via Platon. On est en mesure aussi de faire numériser et au final, on transmet le fichier à l'étudiant, l'étudiante, etc. Donc, voici une copie écran de la page web qui présente ce service. Donc, on explique un peu ce que c'est, comment ça marche, le circuit pour être bénéficiaire de ce service. À savoir que cette page, elle est accessible depuis le site de l'université et le service du pôle étudiant en situation de handicap et depuis le site des bibliothèques. Et donc, la façon de nous demander une œuvre, c'est de passer par un formulaire en ligne que voici. Donc, on demande le nom, le prénom de l'utilisateur, le titre, l'auteur, lieu d'édition, éditeur, année d'édition et un petit champ libre, autre précision utile. Alors, comment on communique avec les usagers? Donc, ce formulaire, en fait, il est adressé à une adresse mail de type liste à laquelle sont abonnés les 3 bibliothécaires en charge du service. Donc, ça veut dire que le premier qui est disponible prend en charge la demande. À savoir que si l'option, enfin la façon de nous demander une œuvre, c'est de passer par le formulaire en ligne, ne correspond pas à l'étudiant, on peut adapter tout à fait les choses. On a eu des étudiants qui nous les envoyaient par mail, par téléphone ou avec lesquels on convenait de rendez-vous, mais la majorité passe par le formulaire. À réception, donc on a 2 modèles de mail qu'on se partage tous les 3. Un pour accuser réception de la demande. En général, on attend quelque temps parce qu'on peut recevoir des fichiers dans la journée, ceux qui sont déjà dans Platon en fait. Et donc, on profite du mail d'accusé de réception pour dire, voilà, on a déjà reçu tel titre et on les envoie au moment où on accuse réception de l'ensemble de la demande. En général, les étudiants nous adressent plusieurs demandes à la fois. Et enfin, on a un deuxième modèle de mail qui permet d'envoyer le fichier numérique lorsqu'on l'a obtenu. Et enfin, une précision, on envoie les mails sous forme de liens de téléchargement. On utilise pour cela l'outil FileSender que vous connaissez sans doute, qui permet d'envoyer des fichiers qui peuvent être des fois lourds. C'est également l'outil qu'utilise le SICD, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, comment on est organisé, comment on travaille? On a un outil de gestion, un espace de travail partagé. En fait, c'est un bureau numérique de l'Université fédérale de Toulouse qui s'appelle le Scout, qui héberge une messagerie, un agenda et un espace de stockage. Et tous ces outils-là peuvent être partagés par des groupes qu'on peut créer à volonté. Donc, on a créé un groupe qui est fermé,
sur lequel on ne peut rentrer que sur invitation et qui est réservé aux personnes du pôle handicap de l'université qui travaillent sur ce dossier et à nous trois, les bibliothécaires en charge du service. Et donc, on va partager des documents dans cet espace partagé avec des droits différenciés selon les documents. Soit on a le droit de modifier, soit on a juste le droit de lire. Le premier fichier, donc, c'est le fichier que va renseigner le pôle des étudiants en situation de handicap. À partir du moment où ils reçoivent le formulaire dont je parlais tout à l'heure par lequel l'étudiant s'engage à ne pas divulguer les fichiers qui lui seront communiqués, il renseigne ce tableau dans lequel il indique nom, prénom, type d'usager, c'est le niveau en fait, donc on a L3, L1, licence 1, licence 3, l'adresse mail, le numéro UNR, c'est le numéro de l'étudiant, et le format de fichier souhaité par l'étudiant. Donc, on a aussi, nous, le droit, les bibliothécaires, en écriture sur ce fichier, parce que des fois, au cours de l'année, en discutant avec l'usager, on se rend compte que peut-être que le format qui nous a indiqué au départ n'est pas celui qui convient, donc on peut le changer dans le fichier. Le deuxième document partagé, sur lequel on est les seuls, les bibliothécaires, à avoir droit en écriture, c'est le fichier de suivi. Donc, en fait, il nous sert à enregistrer chaque demande et à suivre la demande tout au long de sa vie. Donc, on va indiquer le nom, le prénom de l'usager, la date de la demande, le titre, l'auteur, la date d'éditeur, le AN. Et donc, on va indiquer si on fait une demande Platon, si l'ouvrage n'est pas dans les dates pour l'obtenir via Platon, qu'il faut le numériser. Et donc, au fur et à mesure qu'on va recevoir, par exemple, le fichier de Platon, comme pour les demandes, c'est le premier bibliothécaire disponible qui prend en charge le fichier. C'est là qu'on va remplir la colonne qui s'appelle « Fichier pris en charge par », qu'on va indiquer la date de transmission, la provenance. Donc, en fait, ce tableau, il nous sert à suivre et il nous sert aussi à faire le rapport d'activité. Donc, il y a tout un tas de données, par exemple, le format, le nombre de pages, c'est pour la facture à la fin, puisque ce n'est pas nous qui numérisons directement, je vais vous en parler. Donc, voilà, le fichier de suivi. Ensuite, on partage aussi dans cet espace, c'est plutôt là pour nous, les bibliothécaires, à partir du moment où l'équipe s'est élargie, en fait, on a ressenti la nécessité de formaliser davantage nos procédures. Et donc, on en a formaté, selon le modèle que vous voyez là, sous la forme d'un arbre de décision, les principales, en fait, les plus essentielles. Les moins couramment utilisées, elles sont encore sous forme de texte, moins jolies. Et donc, ça nous a permis de former le troisième collègue qui nous a rejoint et sert de référence. Alors, pour ce qui concerne ensuite donc, la fourniture des documents aux usagers, une petite diapo pour indiquer le pourcentage de documents qu'on trouve dans Platon. Donc, c'est l'essentiel, 60%. Ensuite, on en fait numériser 24% et on en trouve également 16% disponibles en ligne. Alors, les sources des documents numérisés, donc c'est les bibliothèques du campus principal. On est tous les trois sur le campus du Mirail, le campus principal. Donc, en fait, on va aller chercher à pied dans la bibliothèque concernée l'ouvrage et on l'achemine au service interétablissement de coopération documentaire, qui est le service qui est en charge de la gestion en fait des fonds patrimoine à l'Université de Toulouse pour toutes les universités toulousaines et qui était donc équipé de matériel pour numériser les fonds anciens. Et donc, c'est eux qui numérisent pour nous les ouvrages au titre de l'exception handicap au droit d'auteur. Donc, on leur adresse les bouquins par une navette. Cette navette qui circule entre toutes les bibliothèques universitaires de Toulouse et de la région anciennement Midi-Pyrénées nous permet aussi d'obtenir des livres de ces bibliothèques qu'on n'aurait pas, nous, dans nos collections pour les faire numériser. Et on peut également aussi, si l'ouvrage ne se trouve pas à Toulouse, le demander par le PEB. Donc, c'est le SICD qui numérise pour nous. Donc,
il va numériser ou ils vont numériser, elle va numériser, c'est une dame, les ouvrages qui datent de plus de 10 ans, puisqu'on ne peut pas les obtenir via Platon, ou qui sont absents du catalogue Platon, ou encore les ouvrages qu'on a demandés via Platon, mais pour lesquels on n'a pas eu de réponse de l'éditeur depuis plus de 45 jours. Donc ensuite, les documents, donc, comme je disais, sont acheminés au SICD et nous reviennent par cette navette réseau. On a conventionné avec le SICD officiellement en 2022 et je vous ai indiqué le tarif qu'il pratique, donc qui est vraiment très intéressant pour nous, étant donné qu'on n'a pas un gros budget, qui est donc un forfait de 5 € par document, plus 0,15 centimes par page. Alors ensuite, l'autre provenance, c'est les documents disponibles en ligne. Donc, il y a les documents en accès libre dans le domaine public, ou alors aussi, ça peut arriver qu'il y ait des documents issus de notre offre numérique de documents en fait sur abonnement. Donc, on commence par transmettre le lien à l'usager en lui demandant si ça lui convient. Si ça ne lui convient pas, c'est-à-dire s'il préfère avoir un fichier, dans ce cas-là, on va essayer de télécharger le document depuis, par exemple, la plateforme de livre numérique à laquelle on est abonné. On insère les mentions légales et on le dépose ensuite dans Platon. Si ce n'est pas possible, c'est arrivé dernièrement sur des documents, des livres Kern, pour lesquels on s'est rendu compte en bout de course qu'en fait, la synthèse vocale ne lisait rien du tout que le copyright. Dans ce cas-là, on est obligé de soit faire une demande dans Platon si les dates correspondent, ou le faire numériser et au final le déposer dans Platon. Alors, les adaptations qu'on pratique, donc la majorité des fichiers qu'on obtient et qu'on transmet aux étudiants et étudiantes, c'est du PDF. On utilise l'outil Adobe Pro qui nous sert à insérer les mentions légales, les mentions de responsabilité, qui nous sert aussi, par exemple, à supprimer les marges à imprimeur, dans lesquelles on a des codes et des choses qui sont très pénibles pour les lecteurs qui utilisent des synthèses vocales. Donc, on retaille en fait le tour de la page. Ensuite, on propose, enfin, comment dire, quand on récupère de l'EPUB, ça arrive qu'on en récupère de Platon. Là, par contre, les étudiants sont moins... on a l'impression que ce format est peu connu. On a souvent des étudiants qui nous disent « Ah, mais ça ne me va pas, je ne sais pas comment lire ça, le PDF, c'est mieux ». Donc, on essaie de promouvoir un lecteur libre qui s'appelle Thorium. On a une rubrique sur notre site web où on propose des outils qui peuvent être utiles. Donc, on indique le lien de téléchargement, comment ça fonctionne. Il y a une synthèse vocale intégrée aussi dans cet outil. Et si ça ne va vraiment pas, on peut modifier le format du fichier. Donc là, pour ça, on utilise un outil libre, gratuit, qui s'appelle Calibre et qui permet de convertir de tout format vers tout format. Donc, comme j'ai indiqué, de l'EPUB, du PDF, du doc, du TXT, dans tous les sens qu'on veut. On utilise pour l'EPUB un logiciel également gratuit qui s'appelle Sigil pour insérer les mentions de responsabilité, les mentions légales. On peut aussi fournir du texte, du format texte, c'est moins fréquent. Et du format audio, on n'a pas cette année d'étudiants qui souhaitent du format audio. On l'a beaucoup pratiqué il y a quelques années. Et on avait trouvé un outil gratuit qui s'appelle Balabolka, qui est un outil québécois et qui permet de faire du MP3 à partir de fichiers PDF, par exemple, ou d'autres formats. Les délais. Au départ, c'était vraiment notre problème, en fait, quand on a commencé dans Platon. Il y avait peu de choses d'édition universitaire, en fait, déjà présentes. Et donc, on a cherché des pistes pour améliorer nos délais de transmission. Et on peut dire qu'on a quand même progressé puisqu'on est passé de 40 jours en moyenne en 2021 à 17 jours en moyenne en 2022. Donc, pour cela, on a notamment procédé à des demandes par anticipation, dont parlait tout à l'heure Véronique Béranger. Donc, en fait, on est parti des statistiques d'emprunt
En 2021, c'est ce qu'on a pratiqué, pour faire des demandes pour les ouvrages qui étaient les plus empruntés. Et en 2022, on est parti des bibliographies de cours des disciplines où on avait le plus de demandeurs. Donc, en 2021, on a fait 245 demandes dans Platon. Donc, 77 ont été fournies par les éditeurs. Et on a noté que 11 de ceux-là ont été demandés depuis par l'un de nos usagers. En 2022, 185 demandes, 80% fournies et 9 qui ont été demandées depuis par l'un de nos usagers. De ce fait, et puis je pense aussi parce qu'il y a de plus en plus d'organismes de type bibliothèque universitaire qui sont agréés Platon et qui font des demandes, la proportion de titres provenant du catalogue Platon, c'est-à-dire déjà présents dans Platon, a aussi augmenté et passé à 34%. Et voilà, j'ai fini. J'ai été très vite, j'espère que j'ai tenu le délai. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant on va vous présenter, on a fait le point sur un petit peu ce que permet ce dispositif avec un retour d'expérience. Et donc maintenant on va rentrer plutôt dans l'aspect, si vous voulez justement adhérer à ce dispositif, quelles sont les obligations et les démarches administratives pour cela. Donc je repasse la parole de mon côté. Oui, Véronique Béranger, donc je vais vous parler de la sécurisation informatique. Donc, il y a des choses qui sont déjà faites par votre service informatique, c'est-à-dire tout ce qui est pare-feu, antivirus, authentification de la session, tout ça existe déjà dans les universités. Par contre, sur Platon, donc il faut que vous fassiez attention que les comptes restent personnels et qu'il n'y ait pas un compte générique au nom de l'université. Voilà. Au moment de la communication des adaptations, on l'a déjà vu un petit peu avec l'exemple de l'Université de Toulouse. Donc, il faut ajouter des mentions légales sur le fichier adapté. Donc, vous avez un exemple dans le guide de l'exception handicap que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous vérifiez la qualité des bénéficiaires, évidemment, avec un justificatif ou une déclaration sur l'honneur. Vous leur faites signer une charte d'engagement qui dit que la lecture va être personnelle et qu'ils ne vont pas diffuser le fichier. Et voilà, il faut maintenir un annuaire des bénéficiaires. On a fait un exemple avec l'Université de Toulouse et voilà, il faut tenir un journal des envois pour la traçabilité des adaptations que vous communiquez. Et, il y a également, donc je vais parler d'une deuxième chose qu'on demande aux organismes qui font des adaptations, une obligation légale qui est de déposer l'adaptation réalisée sur Platon pour participer à la mutualisation. Et c'est particulièrement important dans le cadre universitaire, hein, comme vous voyez, parce que les titres qui sont demandés sont très spécialisés et c'est une grande valeur ajoutée pour le catalogue Platon. Donc, c'est une obligation légale depuis 2017. Que devez-vous déposer? Les fichiers numériques des adaptations, les ossérisations des livres papier, les enregistrements audio, les textes en gros caractères, et quelle que soit la date de publication de l'ouvrage. Voilà, et je laisse le secrétariat de la commission maintenant reprendre la parole pour vous parler des formulaires de demande d'habilitation. Donc Thomas Blévenec, je vais vous parler rapidement des 3 formulaires qui pourraient vous être utiles pour être habilité à cette exception handicap. Le premier, c'est le formulaire complet d'inscription. Le formulaire complet d'inscription, il vous permet donc d'avoir accès à la base de données Platon et d'adapter les fichiers. Comme vous le disait Véronique, il faut ensuite que ces fichiers soient redéposés sur la base Platon. Le formulaire complet d'agrément, cette fois-ci, donc l'agrément vous permet d'adapter directement sur le fichier éditeur, donc de demander aux éditeurs les fichiers qui vous intéressent et sur la base de ces fichiers de faire vos adaptations. Donc ça demande un niveau de sécurité qui est plus important de votre part. Et enfin, il existe un formulaire spécifique en fait, pour les bibliothèques, un formulaire simplifié, donc où il y a moins de catégories à remplir et qui vous permet simplement en fait, de diffuser les documents adaptés qui sont présents sur Platon. Donc, de récupérer ces documents et de les diffuser, mais sans faire d'adaptation. Voilà pour les trois formulaires.
Et donc, je prends la suite, Mathilde Bonnetin, pour vous présenter les obligations des organismes habilités. Donc, les organismes qui sont habilités ont plusieurs obligations, notamment du point de vue de la transparence. Lorsque vous êtes inscrit au titre de l'exception au droit d'auteur, vous avez plusieurs obligations que Véronique Béranger a déjà mentionnées. La première, c'est de tenir un registre qui va indiquer les œuvres qui ont été adaptées en précisant les formes d'adaptation. Enfin, les formats d'adaptation, pardon. Le registre, il doit également indiquer les œuvres dont vous avez obtenu une adaptation par le biais d'échanges avec d'autres organismes, toujours en précisant le format d'adaptation. Une deuxième obligation, c'est également de conserver le nom et les coordonnées des organismes avec lesquels il y a eu des échanges de documents adaptés. Et puis, les organismes ont aussi l'obligation de rendre publiques leurs pratiques en matière de respect du cadre légal de l'exception handicap, en s'assurant premièrement que les personnes auxquelles ils transmettent les documents adaptés sont des bénéficiaires de l'exception. Deuxièmement, que lorsqu'ils transmettent des documents adaptés à d'autres organismes, ils s'assurent que ces organismes s'inscrivent bien dans le cadre légal de l'exception handicap. Et puis, troisièmement, d'indiquer les mesures qu'ils prennent pour empêcher que les documents adaptés ne soient copiés, distribués ou diffusés auprès de publics qui sont non bénéficiaires de l'exception. Pour cela, ils doivent informer les usagers du cadre légal, notamment via les mentions légales que l'on a déjà mentionnées et la charte d'utilisation des documents adaptés. Et puis également informer le personnel de la bibliothèque pour qu'il soit au courant de ce cadre légal. Et enfin également, s'il y a si les adaptations se réalisent dans le cadre d'une sous-traitance, que vous sous-traitez les adaptations, il faut qu'il y ait un contrat qui précise que c'est l'organisme qui est habilité qui conserve la propriété des documents adaptés. On vous conseille également, comme bonne pratique, de vous mettre en relation avec le mission handicap de votre université pour échanger avec eux. Et donc, Thomas, je te laisse pour les dates des commissions. Oui, donc pour finir, on va vous présenter les dates. La prochaine commission donc, à laquelle vous pourrez déposer vos dossiers se tiendra le 13 juin 2023. Donc, la date limite de dépôt pour cette commission, c'est le 16 mai. Et ensuite, la deuxième commission de l'année sera en octobre, le 17 octobre 2023. Et cette fois-ci, la date limite de dépôt de vos dossiers pour cette commission d'octobre, c'est le 19 septembre. Voilà, donc évidemment, le secrétariat se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à vos questions dans l'envoi de vos dossiers. Merci. Donc là, vous avez à l'écran les adresses mail qu'on vous fera suivre aussi par la suite. Voilà, des